Je m'appelle Christian Kett, je m'occupe de l'association OpenStreetMap France. Donc, je vais essayer de vous présenter très rapidement le projet OpenStreetMap. Donc, c'est un exemple de projet de bien commun numérique. Voilà. Donc, OpenStreetMap, c'est quoi? L'idée, c'est un wiki cartographique. Dedans, on a actuellement plus de 2 milliards d'objets dans cette base de données. C'est un projet qui a démarré en 2004. C'est un étudiant anglais qui avait besoin, pour son projet d'étude, de données cartographiques. Qui s'est adressé à l'Ordnance Survey, qui est l'équivalent de l'IGN en Angleterre. Qui a dit oui, parce que les données sont payantes, bien sûr, comme ici. Et il dit oui, pour des projets de recherche, c'est possible. En fait, c'était tellement compliqué qu'il n'a jamais eu accès à ces données. Et donc, il a eu l'idée de créer un projet pour que la donnée cartographique puisse être un bien commun librement partagé. Donc, ça fonctionne par crowdsourcing. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus d'1,5 million de comptes qui ont été ouverts sur le site OpenStreetMap. Sur l'année passée, on avait fait quelques statistiques. On avait eu 80% de nouveaux comptes qui avaient été ouverts. Vous voyez, c'est très dynamique. Alors, quelques chiffres en France. On a tous les jours environ 200 à 300 contributeurs qui sont actifs, donc qui rajoutent des informations ou qui améliorent les informations dans la base de données. C'est à peu près 3000 personnes différentes par mois qui contribuent en France au projet OpenStreetMap. Ça, c'est des statistiques qui datent de 2012. En 2012, on a rajouté en moyenne plus de 1000 km de routes et de chemins tous les jours, rien qu'en France. C'est des chiffres qui ont un peu fait pâlir les gens de l'IGN quand j'aurais sorti ça. Je les ai recalculés plusieurs fois, j'étais étonné moi-même. On a plus de 96% du réseau de routes principales, hein, parce qu'on est quand même parti, ça faut bien comprendre, on est parti d'une page blanche. Il n'y avait strictement rien. Tout ce qu'on voit sur OpenStreetMap a été ajouté par des humains. Voilà. En France, OpenStreetMap, c'est une association loi de 1901. Elle s'est créée assez récemment, il y a 2 ans, en octobre 2011. Le but de cette association est de promouvoir le projet. C'est de lui donner corps par rapport à des collectivités, des institutions, des médias aussi. Plutôt que si on a un fonctionnement qui est très horizontal, c'est pas du tout pyramidal. Par exemple, notre association, il y a un conseil d'administration. On n'a pas de président, on n'a pas tout ça. Dans les statuts, ça n'existe pas. Et ce conseil d'administration est renouvelé tous les ans. Donc, vous voyez, ça peut tourner très vite. Mais il faut quand même avoir des gens qui représentent, parce que... Alors, on est obligé d'avoir un président de fait, parce que l'extérieur ne comprend pas qu'il n'y ait pas de président dans une association. Donc, voilà. Les données sont très très variées. On va trouver des données, les routes, OpenStreet, oui, on a mis les routes, hein. Mais il y a aussi le rail, le fluvial, les transports en commun, l'accessibilité pour les personnes handicapées, le vélo, la rando, les commerces, enfin bon, toute donnée géographique stable, pérenne dans le temps, a sa place dans OpenStreetMap. D'ailleurs, une des richesses, c'est cette diversité de l'information, parce qu'on peut trouver des données cartographiques par rapport à tel ou tel domaine, mais elles sont toujours séparées. Là, on a tout dans la même base. Donc ça permet tout ça de faire des fonds de cartes, de calculer des itinéraires, de faire des recherches d'adresses, de faire ce qu'on appelle du géocodage, mais aussi de faire des analyses spatiales. C'est-à-dire, par exemple, représenter ce qu'on appelle une carte isochrone. Là, voilà, mon point de départ, c'est ici. Où est-ce que je peux aller en 15 minutes, en 30 minutes, en 45 minutes, etc. En mettant des contraintes, par exemple, où est-ce que je peux aller en 15 minutes à pied ou en utilisant les transports en commun, etc. etc. Donc tout ça, c'est des calculs qu'on peut faire. Là, je vais vous montrer très rapidement des exemples de ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est une carte routière très générique. Hein, ici, vous avez, on peut descendre à l'échelle d'un quartier. Ça, c'est une carte. Alors tout ça, c'est produit avec les mêmes données. Hein. C'est pour bien comprendre que OpenStreetMap, c'est pas une carte. Quand vous allez arriver sur le site, vous voyez une carte, mais c'est une parmi une infinité de cartes possibles. Ça, c'est une carte qui met en évidence le même quartier, c'est-à-dire la place de la République à Paris, mais qui met en évidence les transports en commun. C'est la même, mais ça, c'est une carte qui est destinée aux cyclistes.
Alors les cyclistes, on voit tous les itinéraires cyclables qui ont été prévus, les magasins de vélo, les parkings à vélo. Le cycliste a souvent soif, donc il y a tous les bars aussi, donc, les points d'eau. Ça, c'est un exemple de calcul d'itinéraire. Donc on peut faire des calculs d'itinéraires transcontinentaux. On a des outils qui sont ultra rapides pour ça, qui sont vraiment géniaux. Alors, vu que c'est un projet mondial, on peut faire des cartes en français, mais la même carte, je peux vous la sortir en russe ou en japonais. Parce que tous les noms qu'on met à l'intérieur de la base, on peut mettre un nom par défaut, mais on peut mettre un nom dans autant de langues qu'on veut. Donc ça, c'est un truc, les offices du tourisme, ils adorent ça. Ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup sur le handicap, l'accessibilité. C'est un exemple sur la ville d'Orange, où là on voit pour les passages piétons ceux qui sont accessibles, pas accessibles en fauteuil. Voilà, et ça gère plein d'autres niveaux de détail dans les objets, on peut aller très 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 loin. Je vous disais que c'était une infinité de cartes, parce qu'une carte c'est quoi? C'est un choix, un double choix. On choisit certaines informations qu'on va représenter, et ensuite on choisit comment on les représente. Donc là, j'ai pris le cas du Mont-Saint-Michel, c'est la feuille de style par défaut qu'on voit sur OpenStreetMap. Alors là, vous allez voir, ça change un peu. C'est généré automatiquement, un rendu style aquarelle, avec exactement les mêmes données, la même base de données, sauf que, bon, vous voyez, ça n'a pas vraiment la même tête. Alors ça, c'est encore un autre, c'est la version pirate, qui est aussi générée de façon complètement automatique. Donc vous voyez, bon, c'est un exemple de différents usages qu'on peut faire des données OpenStreetMap, mais ça peut... je vous ai montré un tout petit bout. Donc l'approche de SM, c'est que c'est un processus collaboratif. Tous les acteurs peuvent contribuer, tous les acteurs peuvent utiliser les données. Donc on peut être plus utilisateur ou plus contributeur, ou bien un mix des deux. Nous, on aime bien quand même quand les utilisateurs contribuent, qu'ils ne soient pas que des consommateurs de données OSM. Et c'est un processus itératif, c'est-à-dire que les données qu'on a à l'intérieur d'OpenStreetMap, comme je vous le disais au début, on est parti d'une page blanche. Donc qu'est-ce qu'on a fait au début? On s'est baladé avec des GPS, à vélo, à pied, voilà, et puis on a dit, bah là il y a une route, puis ensuite on a mis le nom de la route, on a mis les classifications, etc., les noms. Voilà. Donc ça se fait petit à petit, ça s'améliore progressivement. Donc on n'est pas obligé d'avoir tous les renseignements sur un objet pour le mettre dans OSM. On peut commencer par quelque chose de partiel et puis compléter plus tard. Exactement comme Wikipédia, quand on écrit la première version d'un article sur un sujet sur Wikipédia, ça peut être quelque chose de très court. Je ne sais pas à quoi ressemblait le premier article sur la pomme dans Wikipédia, mais ça ressemblait peut-être à la pomme est un fruit. Et maintenant, l'article sur la pomme, il doit être un petit peu plus long. Donc vous voyez, c'est la même logique. Donc vous pouvez améliorer les données dans OpenStreetMap. Ces améliorations profiteront à tous. Donc, au fond, sont produits au calcul d'itinéraire, à tout ça, enfin tous les usages que je vous ai montrés. C'est utilisé par beaucoup de sites. Par exemple, le nouveau site de Move Commons, il y avait une carte, et bien cette carte provient d'OpenStreetMap, même si c'est pas marqué. Bon, on va parler de la licence après. Voilà, les données Open Data. Super, il y a de l'Open Data. En fait, OpenStreetMap s'est créé parce qu'il n'y avait pas d'Open Data. Ça ne s'est pas créé grâce à l'Open Data, mais parce qu'il n'y en avait pas. Donc, ça nous permet de compléter OpenStreetMap, les données d'OpenStreetMap, avec un très gros travail d'harmonisation. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé les données en Open Data, il y a des jeux de données, ils ne sont jamais structurés pareil. Je vais prendre un truc tout bête. Les locations de vélos dans les différentes villes de France. Vous avez toutes les villes qui ont fait de l'open data qui ont mis le remplacement de location de vélo. Il n'y en a pas deux qui sont structurés de la même façon. Si vous êtes développeur d'une application pour trouver l'emplacement où louer un vélo, alors là, il va falloir que vous gériez 30 structures de données complètement différentes. Quand on met ça dans OSM, partout dans le monde, un emplacement de location de vélo, il est décrit de la même façon. Voilà, donc ça c'est super. On a des API qui permettent d'accéder à ces données harmonisées. Tout ça, ça facilite la réutilisation des données en open data.
Oui, bon, allez, je passe. Ça, c'était des. Alors, par exemple, vous voyez le genre de choses qu'on fait. On a beaucoup parlé d'Haïti jusqu'à maintenant. Moi, je vous parlais des Philippines. Aux Philippines, à Haïti, ça a été OpenStreetMap a vraiment été utilisé à fond là-bas. On s'est mobilisé très vite et on a appris beaucoup de choses. Entre autres, qu'il valait mieux cartographier avant les catastrophes qu'après. Et dès qu'on a su que sur les Philippines, il y avait un super typhon qui allait évidemment causer des dégâts énormes, on a commencé à cartographier avant que le typhon passe. Et ça, c'est un mois après, il y avait 1700 personnes à peu près qui avaient rajouté des informations. On avait rajouté 4,8 millions d'objets sur la zone. Là, tous les petits rectangles verts, c'est les zones où des gens ont rajouté des données. Voilà. Donc là, on a encore eu une très forte mobilisation. On a même participé avec des programmes financés par l'Europe, avec le groupe URD, je connais Olivier, parce qu'on était à Plaisance, chez eux. On a formé des volontaires européens qui sont allés sur le terrain en Afrique. Certains, par exemple, en RDC et en ce moment en Centrafrique. Et vous voyez ce qui se passe à Bangui. Bangui a été cartographié par des volontaires OpenStreetMap dans OpenStreetMap et aujourd'hui c'est utilisé et on l'a fait avant qu'il y ait des problèmes là-bas. Alors, chose importante, on parlait de règles du jeu dans les communs. Donc nous, notre règle du jeu, c'est la licence par rapport à nos données. Donc on n'est pas dans du logiciel libre, on est dans de la donnée. Donc on a des licences qui sont adaptées à de la donnée. Alors c'est pas du Creative Commons parce que Creative Commons c'est des licences qui sont adaptées à du contenu. Nous c'est la data c'est encore un domaine pour le droit, c'est encore différent. Donc, voilà, donc nos données sont libres et les outils pour les utiliser, donc les logiciels, sont en open source. Donc ça permet une très grande indépendance technique. OSM ne fournit pas de service, c'est pas notre but. Les seuls services qu'on fournit sont tournés vers les contributeurs pour leur permettre d'améliorer les données. Si on veut avoir des fonds de carte ou des choses comme ça, on peut prendre les données, on peut prendre les logiciels, on peut s'installer tout ça, ou bien on peut faire appel à des entreprises qui proposent des services. Voilà. Vous pouvez réutiliser ces données librement, donc c'est grâce à notre licence ODBL, y compris pour des choses qui peuvent être commerciales. Là j'ai mis un exemple. Michelin a produit le plan de Clermont-Ferrand à partir de données OpenStreetMap. Ils ont totalement joué le jeu parce que les données étaient correctes à 80% et les 20% restants, ils les ont complétés dans OpenStreetMap et ensuite ils ont sorti leur plan. Voilà, donc tout le monde y a gagné. Évidemment, le plan papier, ils le vendent. Donc la licence EDBL, c'est une licence libre avec deux obligations. L'attribution, on doit mentionner qu'OSM est la source de données cartographiques. Et on doit rester dans une logique de partage à l'identique. Donc dans les licences Creative Commons, ça correspondrait à du CC BY, BY c'est doux, et SA, share alike. Voilà. Donc on ne peut pas reprivatiser les données OpenStreetMap. Notre valeur principale, c'est le partage de l'information. C'est vraiment pour ça que le projet s'est créé. Voilà, je pense que j'ai fait un tour rapide, et puis vous aurez des questions peut-être à la fin, donc on verra à la fin. Voilà, merci beaucoup.